Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Jean-Yves Abécassis, vous êtes porte-parole de l'association SOS Méditerranée, une association qui a vocation de porter assistance à toute personne en danger en mer Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de votre création en juin 2015 ? En ce début octobre 2018, c'est la date anniversaire du naufrage de l'île de Lampedusa il y a 5 ans, où 366 personnes ont perdu la vie. Et c'est ce naufrage qui a été à l'origine d'une réaction forte de l'opinion publique italienne qui a conduit l'État italien à mettre en place une opération de sauvetage de très grande échelle, 150 000 personnes sauvées en moins de 12 mois. Et l'Union européenne, en 2014, demande à l'Italie d'arrêter cette opération de sauvetage. Et à ce moment-là, une poignée de citoyens européens réalise que la tragédie des naufrages à répétition en Méditerranée va s'amplifier. Et décide, cette poignée de citoyens français et allemands, de créer une association pour affréter un bateau et réaliser les opérations de sauvetage auxquelles l'Europe décide clairement de tourner le dos, et les années qui ont suivi ont montré que c'était une politique constante. Donc en 2015 se crée l'association SOS Méditerranée avec pour objectif le sauvetage, avec un principe moral de base, devoir d'assistance à personne en danger, qui est aussi un principe de droit maritime international, et un pari qui est l'idée qu'on va pouvoir faire ça avec le soutien des citoyens européens. Et l'avenir, enfin ce qui a suivi a montré que c'était possible. Aucun État de l'Union européenne n'a donné un seul euro à ce projet, et le financement nécessaire étant de 4 millions d'euros par an, on réussit depuis cette année-là à avoir ce budget annuel grâce au soutien financier des citoyens et uniquement d'eux. Alors, quelle est l'origine de la crise du sauvetage en Europe ? Alors, l'origine de la crise du sauvetage n'est pas simplement l'arrivée de Salvini au gouvernement italien, ça date d'avant. Plusieurs mois avant, on a constaté plusieurs choses. La première, c'est que les marines militaires ont commencé à déserter la zone où les embarcations sont en détresse. Cette zone est une zone qui a environ 200 km de diamètre au large des côtes libyennes. En même temps, l'Union européenne a décidé de financer les gardes-côtes libyens, de les financer, de les équiper, de les entraîner pour leur confier de plus en plus de responsabilités, non pas de sauvetage, mais d'interception des embarcations de migrants qui quittent la Libye. Et au même moment aussi, le directeur de Frontex, l'agence de protection des frontières extérieures européennes, lance des discours de criminalisation contre les ONG qui font du sauvetage en mer. Et dans ce contexte-là, avec des gardes-côtes libyens qui deviennent de plus en plus présents pour faire de l'interception, un désengagement du centre de coordination des secours en mer italien, qui jusqu'à cette année 2018 organisait parfaitement la régulation des sauvetages et avec lequel l'Aquarius a parfaitement pu coopérer. Un nouveau contexte se crée. Alors le point culminant de la crise, c'est la fermeture des ports italiens, effectivement le 10 juin dernier. Et au même moment d'ailleurs se passe une opération qui est passée inaperçue, mais qui a des conséquences, c'est que l'Organisation maritime internationale a labellisé la zone de recherche et de sauvetage libyenne, donc en confiant à une autorité libyenne la responsabilité de la régulation des secours sur cette zone-là. Ce qui a permis à l'État italien de se désengager et qui, entre ces deux facteurs-là, a créé depuis plusieurs mois une confusion dans l'organisation des sauvetages, une confusion avec des conséquences mortelles. C'est-à-dire que des gens ont perdu la vie à cause de la désorganisation des sauvetages. Lorsque l'Aquarius constate qu'une embarcation est en détresse, le détecte à la jumelle, qui veut porter secours, il prend contact avec l'autorité régulatrice, qui est libyenne, qui ne répond pas, qui répond tardivement, qui répond des choses contradictoires. Et tout ça fait perdre du temps et fait perdre des chances dans les secours. Ou bien la garde-côte libyenne intervient, arme à la main, désorganisant les sauvetages, conduisant les gens à se jeter à l'eau
et à perdre la vie par noyade à cause de ces intempestives interventions. Donc on est dans une crise de l'organisation du sauvetage qui fait qu'on en est même à certains moments à ne pas connaître le centre de secours compétent. Normalement, c'est une décision immédiate. Là, entre le centre de secours italien et le centre de secours libyen, il y a des renvois de balles insupportables qui fait qu'on perd du temps et les gens perdent des chances d'avoir la vie sauve. Et puis, la dernière des choses, c'est qu'une fois qu'un sauvetage a pu enfin avoir lieu, on ne peut pas connaître un port sûr. Et avec des choses très contradictoires, dans l'avant-dernier sauvetage réalisé par l'Aquarius, les autorités libyennes nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas nous désigner un port sûr en Libye. Ce qui est un aveu du fait qu'effectivement, les gens qui reviennent en Libye seraient conduits vers des centres de détention où ils sont maltraités. Et nous sommes bien d'accord avec ça, qu'il n'y a pas de port sûr en Libye. Par contre, lors du tout dernier sauvetage, le centre de coordination des secours libyens nous a demandé de lui donner les rescapés. Ce que nous avons refusé de faire, puisqu'on sait très bien que mettre entre les mains des gardes-côtes libyens les rescapés, c'est les renvoyer dans des lieux où ils vont être maltraités. Donc voilà où on en est actuellement, avec en plus, le dernier élément, c'est que sous pression internationale et plus particulièrement italienne, les pavillons le pavillon de Panama, mais avant le pavillon de Gibraltar, nous sont retirés, c'est-à-dire que lorsque tout à l'heure l'Aquarius va rentrer dans le port de Marseille, à ce moment-là, il perdra son immatriculation au registre panaméen et donc il ne pourra plus naviguer. Et donc on n'a jamais été aussi bas dans la désorganisation du dispositif de sauvetage, d'autant que si au courant de l'été dernier, il y avait une dizaine de navires d'ONG qui compensaient la défaillance des États, qui compensaient le fait que les bateaux de marine marchande passent de plus en plus loin, qui compensaient le fait que les bateaux militaires se sont retirés vers l'Europe, 10 bateaux pendant les mois d'été, 5 bateaux au début 2018, plus qu'un seul bateau, l'Aquarius, la semaine dernière, et tout à l'heure, 0 bateau. Et au niveau de la politique qui est mise en place par l'Europe, au niveau des financements qui sont mis en place justement pour venir en aide aux migrants, est-ce qu'il y a des bateaux de sauvetage encore militaires ou est-ce que Frontex va sauver des gens, notamment avec l'Italie qui a reçu 15 millions d'euros l'an dernier pour s'occuper de ça? Il y a une obligation à tout capitaine de navire qui est celle de porter assistance à embarcation en danger. Donc ça, c'est un principe qui s'applique à tout le monde, y compris à la marine militaire. Et la marine militaire ne se dérobe pas à ce principe. Il ne faut pas en rajouter, c'est déjà suffisamment grave. La marine militaire ne se dérobe pas à ce principe. Lorsqu'elle a une information qu'un bateau est en détresse, elle lui porte secours. Simplement, ce qui fait défaillance, c'est que pour être à la hauteur de la tragédie des naufrages, il faut aller au-devant des embarcations en détresse. Et ce que fait l'Aquarius, il a une mission non pas de sauvetage, mais de recherche et sauvetage, c'est-à-dire qu'il va au plus près légal de la zone de détresse, c'est-à-dire à 25 000 marins des côtes libyennes. Voilà. Alors ce que fait l'Europe, après avoir mis fin à l'opération Mare Nostrum, elle a organisé plusieurs opérations, l'opération Triton, l'opération Poséidon, l'opération Thémis. Toutes ces opérations sont des opérations militaro-policières qui n'ont pas comme premier objectif le sauvetage. Maintenant, lorsque ces navires militaires ont connaissance d'embarcations en détresse, elles leur portent secours. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on le voit bien, puisque depuis le début de l'année 2018, il y a déjà eu plus de 1700 personnes qui ont perdu la vie, dont plus de 1200 sur l'axe de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire au large de la Libye. Donc le dispositif de secours est totalement défaillant. Et carrément insuffisant, comme vous le disiez, c'est le seul navire qui reste maintenant. Et quelle est la situation avec l'Italie après qu'elle vous ait refusé d'accéder à plusieurs ports? Est-ce que si jamais l'Aquarius pouvait repartir en mer, vous pourriez accéder à ces ports-là ou est-ce que vous y pourriez débarquer? Alors, on continue de demander que lorsque les sauvetages soient faits en Méditerranée centrale, on puisse accoster dans le port sûr le plus proche. Le port sûr le plus proche, il est soit à Malte, soit en Italie.
il se trouve que le gouvernement italien a décidé de lancer une opération de criminalisation encore plus forte que celle qu'a lancée le directeur de Frontex, puisqu'il lui donne des conséquences judiciaires. Et plusieurs bateaux d'ONG ont vu leurs bateaux mis sous séquestre lorsqu'elles sont rentrées dans un port italien. Et donc on va éviter évidemment d'aller dans un port italien pour avoir un bateau qui soit mis sous séquestre. Tout à fait. Et quels sont les risques du coup, au-delà du fait que le bateau soit mobilisé? Est-ce que les marins peuvent être condamnés à des peines de prison pour ça? Vous dites au niveau des risques qui courent au niveau judiciaire? Le risque, d'abord, le risque majeur, c'est que le bateau soit immobilisé. Et effectivement, oui, dans la campagne de criminalisation, il peut y avoir ce qui a été reproché à plusieurs ONG, y compris à SOS Méditerranée, de dire que la coopération du bateau d'ONG avec les gardes-côtes libyens n'a pas été bonne, et que donc, de ce point de vue-là, les ONG se sont mises hors la loi. Bien sûr, tout ça est tout à fait imaginable. On ne peut qu'imaginer le pire en ce moment. Vous parliez tout à l'heure justement de cette coopération avec les gardes-côtes libyens qui se passe pas toujours très bien parce que les gardes-côtes libyens ne respectent pas le droit maritime et mettent en danger la vie souvent des migrants. Et surtout, les gardes-côtes libyens ont une feuille de route qui est une feuille de route d'interception. Et on peut dire que l'Europe a été extrêmement efficace puisqu'elle a pris cette décision d'équiper, de financer, d'entraîner la garde-côte libyenne en février 2017. L'an dernier, les taux d'interception des gardes-côtes libyens étaient faibles. Ils sont passés à 75% le mois dernier. C'est-à-dire que 3 personnes sur 4 qui quittent la Libye sont interceptées par les gardes-côtes. Ils deviennent de plus en plus efficaces. Et effectivement, ils contribuent au fait qu'il y ait une baisse du nombre d'arrivées en Italie. Un certain nombre de commentateurs européens se sont félicités de cette baisse des arrivées en Italie, mais cette baisse est due en grande partie à l'interception par les gardes-côtes libyens et à l'augmentation phénoménale du taux de mortalité, c'est-à-dire des noyades. Comment s'organise la mobilisation citoyenne pour vous soutenir, du coup, pour que l'Aquarius puisse continuer à sauver des vies en mer? Alors, on a bien compris que, en s'adressant aux chefs d'État européens depuis plusieurs années, on n'obtenait pas la remise en route d'un dispositif à la hauteur de Mare Nostrum pour avoir un modèle de sauvetage européen. Et c'est pour cette raison qu'on en fait maintenant directement appel aux citoyens européens, dans lesquels on a plus confiance pour comprendre la hauteur de l'enjeu, l'importance de la tragédie. Et donc, ce qu'on va proposer aux manifestants du 6 octobre, c'est de demander à l'Europe d'abord de remettre en place un dispositif de sauvetage européen à la hauteur de la situation, avec un mécanisme de répartition anticipée des rescapés, de manière à ce que ces rescapés puissent aller dans plusieurs pays européens et pas simplement dans le pays du port de débarquement, comme le règlement de Dublin en fait obligation. Donc, de ne pas faire dans l'improvisation, puisque jusqu'à maintenant, à chaque sauvetage, même s'il y a 58 personnes à bord, il faut qu'il y ait des responsables d'États européens qui se réunissent pour savoir qui va en prendre 18 et qui va en prendre 22, ce qui est pathétique, vu l'ampleur du drame. Donc la première chose, c'est un mécanisme de débarquement anticipé avec un modèle de sauvetage européen. Puis on va surtout demander très fort un pavillon pour l'Aquarius. Là, c'est la condition pour qu'on puisse repartir, puisque le pavillon n'est rien d'autre qu'une plaque d'immatriculation, mais légalement, ça n'est pas possible de naviguer sans. Et puis, on va demander à l'Union européenne de faire respecter le devoir d'assistance, c'est-à-dire de cesser de criminaliser les ONG, mais au contraire, de valoriser le devoir d'assistance. Alors, vous avez parlé de la directive Dublin. Pour préciser, c'est la directive qui force les migrants à demander l'asile dans le premier pays où ils ont débarqué. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que vous avez essayé d'éviter de débarquer les migrants en Italie au maximum. Si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Non, si on ne va pas en Italie actuellement, c'est parce que le bateau serait mis sous séquestre. Oui. Par contre, pour revenir sur la question que vous posez du règlement de Dublin, l'Italie a accueilli en 4 ans 700 000 personnes. Très très peu ont été répartis dans les autres pays européens. Depuis le 10 juin dernier, depuis que l'Aquarius a dû errer en mer Méditerranée pour trouver un port d'accueil,
les chefs d'État européens ont dû trouver une solution qui ne soit pas prisonnière du règlement de Dublin, c'est-à-dire de trouver une répartition dans d'autres pays que le pays du port d'accueil. Et donc, par des bricolages à chaque sauvetage, l'Union européenne a finalement trouvé une solution, mais qui devrait être généralisée à très grande échelle, systématisée. Mais donc c'est bien possible que des gens qui arrivent en Italie ou à Malte ne restent pas en Italie ou à Malte, ou en Espagne, ou en Grèce, puisque ce sont les ports d'accueil. C'est bien possible, il suffit de maintenant d'avoir la volonté politique pour le généraliser et faire que tout le sauvetage puisse donner lieu à une répartition intra-européenne. Du coup, la mobilisation européenne du samedi 6 octobre pour l'Aquarius, c'est en fait une mobilisation pour le sauvetage en mer en général, tout à fait. Qui s'exprime à travers une pétition en ligne, à travers un manifeste signé par des personnalités françaises et européennes aussi. Et donc cette manifestation du 6 octobre, c'est dans plusieurs villes, les gens vont venir faire du bruit et vont être habillés en orange pour visibiliser la cause. Ils vont être en orange parce que c'est la couleur des gilets de sauvetage et c'est le centre du thème de la manifestation, c'est pour le sauvetage, pour le rendre possible, pour arrêter de le criminaliser et pour mettre les moyens à la hauteur de la situation. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen pour vous aider vraiment ? On peut signer la pétition, on peut venir au rassemblement, on peut contribuer au financement de l'Aquarius, puisque c'est les citoyens qui font vivre l'Aquarius, qui le font exister. Sans les citoyens, il n'existe plus. Voilà. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous dire idéalement comment ça pourrait se passer au niveau du sauvetage en mer dans un monde idéal ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pallier aux problématiques l'opération Mare Nostrum de 2013 a montré que c'était pas quelque chose dans un monde imaginaire, c'est très faisable. Un seul État a été capable de mobiliser plusieurs navires et des moyens aériens pendant 12 mois, et on a vu ce qu'il a été capable de faire lorsque la feuille de route, c'est la recherche et le sauvetage. C'est ça qu'il faudrait mettre en œuvre actuellement si on veut éviter que la Méditerranée soit un grand charnier où se reposent les corps des gens qui ont essayé d'atteindre les côtes européennes. Et on espère que la situation va s'améliorer. Merci beaucoup Jean-Yves Abécassis, et on espère que ça ira mieux. Pardon, je vais refaire la fin, c'était nul. Merci à vous Jean-Yves Abécassis. On espère que la situation va s'améliorer et que l'Aquarius trouvera le soutien nécessaire pour continuer sa mission. Rendez-vous au 6 octobre.